Construire le Grand Paris, un podcast Imo Week avec le soutien de Sogeprom. Aujourd'hui, Nicolas Ferrand, directeur général exécutif de la Solideo, au micro de Catherine Bocquet. Nous accueillons Nicolas Ferrand, directeur général exécutif de la Solideo. Alors, la Solideo, en quelques mots, ça va être très, très réducteur, je le sais, c'est la société qui est chargée de la livraison de tous les ouvrages et de tous les aménagements qui seront nécessaires à la tenue des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de Paris 2024. Alors, c'est un événement majeur pour le monde, pour la France, pour Paris et pour le Grand Paris. Peut-être même davantage encore pour le Grand Paris auquel il va donner un coup d'accélérateur. Il donne déjà un coup d'accélérateur important. Alors c'est pourquoi on ne pouvait pas, dans cette série de podcasts qui s'intitule « Construire le Grand Paris », ne pas parler de la Solideo et ne pas vous interroger Nicolas Ferrand. Mais avant de vous interroger, j'aimerais qu'on fasse un petit peu plus connaissance avec vous pour aborder très scolairement sur votre parcours de ex-pon, de diplômé du MIT. Alors, effectivement, je suis ex-pon, ce qui est souvent le cas à la tête d'établissements publics d'aménagement. J'ai complété ce parcours assez classique français par un diplôme de 2 ans au MIT, ce qui, à l'époque, en 97, ne se faisait pas. Et au retour du MIT, le ministère ne savait pas trop quoi faire de moi, et donc m'a envoyé faire des routes dans la Marne. Ce qui était complètement perpendiculaire avec ce que je voulais faire, parce que j'avais fait un diplôme d'urbanisme. Et en fait, je suis extrêmement content qu'il m'ait envoyé faire ça, parce que les routes, à l'époque où les DDE en faisaient, étaient un projet en soi assez bien maîtrisé. Et donc, j'ai appris là ce que c'était que tenir les délais, les coûts, la qualité dans un environnement politique compliqué avec des riverains. C'était des agriculteurs champenois, donc avec la question du champagne qui fait remonter les valeurs foncières très, très rapidement. Et comment est-ce qu'on tient tout ça dans une logique de qualité de service. Donc là, j'ai énormément appris ce moment-là. Après, j'ai eu un parcours plus classique. J'ai servi 2 ministres, Gilles de Robien et Dominique Perben, dans des postes de conseiller pour l'urbanisme et l'aménagement. Et donc là, j'ai retrouvé mes premières amours. Et après, je suis parti à Saint-Étienne, monter un établissement public d'aménagement à Saint-Étienne, qui s'appelle l'EPAS, établissement public d'aménagement de Saint-Étienne, donc en 2007. Alors, la question qui a été posée à l'époque, c'est comment est-ce qu'on est capable d'accélérer le développement urbain de Saint-Étienne dans une complémentarité avec Lyon, et non pas dans une opposition avec Lyon. Et donc, on a travaillé autour du quartier de Gare pour développer une offre de bureaux en complémentarité de ce qui existait déjà, non pas tellement à la Part-Dieu, parce que la Part-Dieu est un pôle national, presque européen en soi, mais par rapport aux autres pôles de bureaux de Lyon, que ce soit Carré de Soie ou Gerland au sud. Et puis, on a également travaillé pour singulariser Saint-Étienne et offrir des moyens de développement économique spécifiques à ce territoire. Ce territoire lié au design, au sens industriel du terme, ce territoire qui a une force de résilience, qui a une cohésion extrêmement forte et qui, en lui-même, Saint-Étienne, c'est à peu près 200 000 habitants dans un territoire de 400 000, qui a en lui-même une dynamique économique propre. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans, avec une autonomie extrêmement forte pour innover, pour essayer des choses nouvelles. On a travaillé à cette époque avec Gérard Penaud et avec Alexandre Chemetov sur une manière finalement de s'appuyer sur l'existant, d'adapter l'existant, le déjà là, et en même temps de le moderniser, presque de le rendre contemporain par rapport à l'ensemble de la population. Ce qui fait que finalement, le nouveau, s'inscrit dans l'histoire profonde du territoire. C'était extrêmement intéressant. Une identité très forte. Je pense à Manu France, je pense au foot aussi, avec des gens très attachés à ce territoire. Vous avez parlé de travail avec Lyon, mais il y a quand même une rivalité Saint-Étienne-Lyon, ne serait-ce qu'en foot d'ailleurs. Alors, il y a une rivalité qui est assez surjouée, une rivalité symbolique, une rivalité presque théâtrale, j'ai envie de dire, entre Lyon et Saint-Étienne, mais sur le plan du développement économique, sur le plan du développement politique, en fait, la complémentarité est totale. Et c'est bien ça qu'il s'agissait de renforcer, et que l'État, en créant un établissement public d'aménagement là-bas, voulait renforcer. Donc je quitte Saint-Étienne pour Rennes, où je deviens directeur général d'aménagement urbain à la fois à la ville et à l'agglomération. Les services étaient mutualisés. Donc dans ce territoire à la fois extrêmement dynamique, c'est l'Ouest, donc avec un accueil extrêmement fort de population, et un territoire qui s'est toujours voulu extrêmement innovant et inclusif. C'est-à-dire comment est-ce qu'on est capable de penser une forme de ville nouvelle, de ville adaptée à son époque, et une ville vraiment pour tous.
Et ça, il y a une cohésion là aussi du territoire rennais, au sens large, pas simplement la ville-centre de Rennes, mais les 42-43 communes qui forment la métropole de Rennes, qui est extrêmement intéressant, avec un modèle de développement très singulier qui vise à vraiment limiter l'extension urbaine et en même temps répondre à un besoin de rapport à la nature, à un besoin de proximité qui est extrêmement fort. Donc là, il y a un modèle rennais très spécifique, qui est le fruit de 30-40 ans d'une continuité politique avec un grand P de développement urbain, quelle que soit la tâche politique des différents maires. Vous êtes là encore dans l'aménagement, dans le développement d'un territoire, et vous partez pour un autre territoire, et là on arrive dans le Grand Paris, à l'EPA-Marne. Alors, j'arrive à l'EPA-Marne en 2014, donc directeur de l'EPA-Marne. Marne-la-Vallée, c'est un territoire qui est extrêmement singulier, parce que Marne-la-Vallée, on est desservi par le RER A. On part de Noisy, on va jusqu'à Disney, donc un territoire qui est extrêmement grand et qui a toutes les constituants encore de la ville dense, de la partie vraiment métropole du Grand Paris, alors même que l'essentiel est déjà en Seine-et-Marne. Et donc on a cette espèce de morceau de la métropole qui tire jusqu'à chez Disney en Seine-et-Marne, et avec un rapport extrêmement fort avec Roissy, parce qu'en fait Marne-la-Vallée est dans une forme d'interland de Roissy. Marne-la-Vallée, donc c'est une ville nouvelle qui a à peu près 40 ans et qui a réussi le pari d'avoir autant d'emplois que de personnes en âge de travailler. Et donc, on a un équilibre parfait à Marne entre emploi et travail, ce qui n'empêche pas ou ne limite pas les liens avec Paris, bien au contraire. Mais c'est vraiment un modèle de développement complètement organisé et qui a cette forme de réussite extrêmement forte, d'un développement équilibré. Équilibré également en termes de population, équilibré en termes de forme urbaine, de rapport entre le bâti, la nature, entre les équipements publics et les habitants. Et donc la question qui nous a été posée quand on était à Marne, c'est comment est-ce qu'on continue Marne après 40 ans ? Et en fait, on est arrivé à ce moment-là, dans ce moment de dynamique du Grand Paris, et on a étendu le territoire de Marne-la-Vallée, qui initialement faisait 26 communes, et passé à 42 communes, en disant que finalement, cette dynamique de Marne pouvait s'étendre au nord de la Marne et au sud. Et donc, finalement, la qualité intrinsèque de Marne-la-Vallée descend aujourd'hui dans le Val-de-Marne et monte au nord vers Gournay, vers Chelles, etc. Et donc on a dynamisé ça, on a doublé à peu près le chiffre d'affaires de Marne. Je crois qu'en 2016, on a été le plus gros aménageur de France en termes de nombre de logements vendus. Et on a travaillé avec Disney à une grosse candidature pour accueillir l'exposition universelle en 2025. À l'époque, il y avait quatre territoires, quatre territoires envisagés en Île-de-France. C'est Saclay finalement qui l'a eu, mais ça a été l'occasion de penser un projet à rayonnement mondial à Marne et de se poser la question de quelle est la suite du développement de Marne, sachant que évidemment Disney reste un des éléments majeurs, un des moteurs majeurs, le plus gros site touristique d'Europe, c'est Disney. Mais à côté de Disney, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et donc, je pense que ça a été l'occasion pour l'ensemble des élus de Marne de se projeter plus loin et à côté, en plus, en complémentarité de Disney. À l'occasion de cette exposition, enfin de cette candidature pour l'exposition universelle, donc on a commencé à toucher aux grands événements internationaux. Et lorsque, à l'été 2017, finalement, on n'est pas retenu pour l'exposition universelle, assez naturellement, la question des Jeux se pose, puisque à l'été 2017, on est attributaire le 13 septembre. Le 13 septembre. À Lima. À Lima, mais dès le mois de juillet, vous aviez anticipé. Ouais. Dès le mois de juillet, on sentait qu'on avait de fortes chances d'avoir les Jeux. Et donc, le 13 septembre, à Lima, on a les Jeux. Le 14 septembre, Jean Castex est nommé délégué interministériel aux Jeux. Et il me fait venir assez vite, quelque part début octobre, j'ai plus la date exacte, comme préfigurateur de la Solideo, donc de la Société de livraison des ouvrages olympiques, avec cette idée extrêmement forte, mais qui existait à l'époque, qui est de dire, et qui existe toujours, qui est de dire, bon, on a les Jeux. Qu'est-ce qu'on en fait pour que ça dépasse le seul événement sportif, mais que ça profite à l'ensemble du pays ?
à la fois au territoire de la Seine-Saint-Denis, mais aussi à l'ensemble du pays. On va revenir là-dessus, sur l'intérêt des jeux, la réversibilité, le caractère vertueux qui a souhaité être donné. Mais d'abord, peut-être sur la Solideo. Il y a des enjeux de territoire, il y a des enjeux politiques. La gouvernance de la Solideo, est-ce qu'on peut en parler déjà ? Alors, d'abord, la Solideo, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que pour livrer les Jeux Olympiques, en fait, il y a deux structures. Il y a d'un côté le comité d'organisation des Jeux Olympiques, Paris 2024, Tony Estanguet, pour faire simple, qui est là pour organiser l'événement lui-même. Donc, c'est vraiment l'événement. Et à côté de ça, il y a la Société de livraison des ouvrages olympiques, donc la Solideo, qui est présidée, dont le conseil d'administration est présidé par Anne Hidalgo et que je dirige, qui est là pour construire tous les ouvrages qui auront une vie après les Jeux, ce qu'on appelle les ouvrages pérennes. Pour simplifier la chose, quand le COJO veut poser une tribune quelque part, la dalle en béton qui restera après les Jeux est sous ma responsabilité, mais la tribune qui sera démontée après les Jeux et sous la responsabilité du COJO. Donc il y a vraiment une limite très très claire entre ce qui reste Solideo et ce qui est démonté COJO. Un travail plus complexe du coup. Alors, un travail extrêmement complexe, mais qui permet d'avoir une vraie clarification entre cette idée des ouvrages qui restent pérennes, qui auront vocation à avoir ce qu'on appelle un héritage après les Jeux, et de ce qui n'aura cours que sur l'année 2024. La Solideo est un établissement public, donc avec un conseil d'administration présidé par Anne Hidalgo, mais auquel participent également Valérie Pécresse, Patrick Ollier, Stéphane Troussel, un certain nombre d'élus, des représentants du patronat et des syndicats, donc Dominique Carlac et Bernard Thibault, également des représentants de l'État, j'ai 19 représentants de l'État qui siègent au conseil d'administration, et comme de manière classique, ensuite on a une équipe qui fait aujourd'hui 150 personnes, qui constitue la matière vive, le cœur de la Solideo. Le sujet, l'organisation très singulière de la livraison des ouvrages à Paris, c'est que la Solideo ne fait pas tout. On a aujourd'hui à peu près 63 ouvrages précisément aujourd'hui à livrer. Donc des ouvrages par exemple. Alors, un ouvrage, ça peut être soit le village olympique, soit la remise en état d'un bout de la RN2. Donc, on a des petits ouvrages, des très gros ouvrages. Mais on a 62 objets autonomes qu'on pourrait qualifier de projets. La route, ça rentre aussi dans la compétence. À partir du moment où la route est financée, identifiée, nécessaire pour les Jeux existants, ayant un héritage, un avenir après les Jeux, c'est un ouvrage olympique. Donc, j'en ai 63 aujourd'hui à livrer. Par rapport à Londres avait un programme 2 fois plus gros. Vous voyez, notre programme pèse 4 milliards d'euros. Londres, ils avaient un programme d'à peu près 7 milliards et demi de livres de l'époque. Donc on est dans la moitié du programme de Londres. Ils ont tenu leur budget ? Alors, Londres a été dans une histoire très singulière, c'est que le lendemain de l'attribution des Jeux, ils ont augmenté leur budget d'1 milliard et après ils l'ont tenu. C'est-à-dire qu'ils ont réévalué tout de suite et après ils l'ont tenu. Donc, on a 4 milliards d'euros, 63 projets. Pour livrer ces 63 projets, nous avons 29 maîtres d'ouvrage différents. C'est-à-dire que la Solideo ne fait pas tout, mais la ville de Paris, par exemple, construit en tant que maître d'ouvrage plein et entier l'Arena Porte de la Chapelle. La métropole du Grand Paris construit en tant que maître d'ouvrage plein et entier, en pleine responsabilité, le centre aquatique olympique en face du Stade de France. Le conseil départemental des Hauts-de-Seine construit en tant que maître d'ouvrage plein et entier le stade Yves du Manoir, là où il y aura le hockey sur gazon, la Colombe, etc. Donc j'en ai 29. L'idée derrière ces 29 maîtres d'ouvrage différents, c'est une idée qui date du dossier de candidature, c'est de dire le maître d'ouvrage qui construit, c'est celui qui après sera en pleine propriété de l'objet et gestionnaire. Et ce faisant, on se garantit qu'il n'y aura pas d'éléphant blanc, puisque on sait déjà qui va reprendre. Un éléphant blanc, c'est un bâtiment. C'est un bâtiment qui n'a pas d'usage, après, qui a été surdimensionné à cause des Jeux. Et donc, l'idée forte du dossier de candidature, on construit finalement moins que des Jeux classiques, parce qu'on utilise beaucoup l'existant. Alors, on fait beaucoup de rénovations. Hein. Et ce qu'on construit, on le fait construire par le gestionnaire futur, de manière à garantir qu'il ait déjà anticipé les coûts, les conséquences de ses choix au moment de la construction. Et donc, on se prémunit contre les éléphants blancs. Donc, j'ai 29 maîtres d'ouvrage différents. Et ce qui nous est demandé à nous, Solideo, c'est de garantir, quoi qu'il advienne,
que les 29 maîtres d'ouvrage seront au rendez-vous. C'est-à-dire que tous les ouvrages olympiques seront bien livrés le 31 décembre 2023. C'est l'échéance, 31 décembre. C'est l'échéance. Et donc, il nous reste 24 mois et 14 jours pour livrer les ouvrages olympiques. Et donc, on est là pour garantir ça. Donc, livrer à la bonne date, dans les enveloppes financières qui ont été allouées, donc les 4 milliards d'euros, et suivant le programme nécessaire pour les Jeux, mais également le programme qu'on appelle héritage, c'est-à-dire le programme post-jeu. Et donc, on a cette mission d'une espèce de directeur de programme qui peut exister quelquefois dans les sociétés d'investissement, de garantir que tout ça se fait. Et par ailleurs, on est nous-mêmes maîtres d'ouvrage, parce que sinon ça serait trop simple. On est nous-mêmes maîtres d'ouvrage d'un certain nombre d'ouvrages complexes, comme le village olympique, comme le village des journalistes, comme un certain nombre d'équipements publics. Voilà. Donc on a ces deux grandes missions, garantir que tout est livré et nous-mêmes être maîtres d'ouvrage de certains objets. Construire le Grand Paris, un podcast Imo Week avec le soutien de Sogeprom. Aujourd'hui, Nicolas Ferrand, directeur général exécutif de la Solideo, au micro de Catherine Bocquet. Ce sont des partenariats publics-privés. Alors, parmi un exercice encore d'équilibre différent de l'équilibre politique à trouver entre. Alors, parmi les maîtres d'ouvrage, j'ai à la fois évidemment des maîtres d'ouvrage publics, des collectivités, donc la ville de Paris, la région, la métropole du Grand Paris, le département de Seine-Saint-Denis. J'ai également des maîtres d'ouvrage privés. Viparis, par exemple, qui reconstruit une partie de l'aéroport du Bourget pour accueillir le centre principal des médias, est un maître d'ouvrage privé. J'ai des maîtres d'ouvrage qui sont extrêmement aguerris dans la construction. J'ai des maîtres d'ouvrage pour qui construire est une activité très marginale. Donc, on a vraiment une très grande variété. Bon. Et donc, il a fallu trouver un mode de relation avec chacun des maîtres d'ouvrage qui à la fois nous garantit que tout sera livré à temps et en même temps s'adapte à la très grande variété des interlocuteurs qu'on a en face. Oui, parce que vous avez des promoteurs, vous avez des investisseurs. On a des promoteurs énormes, nous avons des investisseurs, nous avons aussi des SPL avec 3 personnes. Vous voyez, et donc, finalement, quel cadre on donne et quel cadre on se donne collectivement pour garantir que ce soit livré et que, en plus, et je pense qu'on va y venir, ça soit livré avec un niveau d'ambition suffisant. On dit que ce qui a fait emporter les Jeux à Paris, c'est notamment ce que vous avez évoqué là, c'est-à-dire l'utilisation intelligente de l'existant et surtout de voir que ce qui a été construit restera et aura une utilité. Est-ce que c'est vrai ? Il y a plusieurs idées derrière la force du dossier de candidature de Paris. Première idée, effectivement, on construit finalement peu de neuf parce qu'on utilise beaucoup les sites existants, que ce soit les sites sportifs. Par exemple, on ne reconstruit pas un stade olympique, on va utiliser le Stade de France qui a été remarquablement construit et géré depuis la Coupe du Monde de foot de 98. Et ce qu'on fait dans le Stade de France, on fait des travaux de rénovation, de remise à niveau, mais structurellement, le stade sera inchangé. Et cette idée de finalement, on utilise les sites existants dans une région qui est formidablement dotée de sites sportifs, a fait partie des atouts du dossier de candidature. L'autre, parmi les autres atouts, c'est la compacité, c'est-à-dire que l'ensemble des sites de compétition est dans un rayon de 10 km du village olympique. Le village olympique étant situé autour de la Cité du Cinéma, donc à cheval sur Saint-Denis, Saint-Ouen et l'île Saint-Denis, au niveau dans le département de la Seine-Saint-Denis. Et donc l'ensemble des sites de compétition sont dans un rayon de 10 km. Donc on a des jeux qui vont être compacts. On va avoir des jeux dans lesquels on construit peu et on va avoir des jeux en plus qui s'appuient sur un patrimoine extraordinaire qui est le patrimoine de la ville de Paris. Le comité d'organisation des Jeux a montré lundi ou mardi la cérémonie d'ouverture sur la Seine. Qui devrait voir arriver 600 000 personnes. 600 000 personnes sur les berges de la Seine, avec la Seine et donc tous les bâtiments historiques de Paris comme décor naturel. Et là, c'est absolument extraordinaire. Et vous voyez, il y a cette force de cette ville de Paris, mais cette force aussi de ce qu'il y a autour de Paris, qui finalement a constitué le grand atout de la candidature. Voilà, me semble-t-il. Parce que moi, je suis arrivé après la candidature, je suis arrivé une fois que les jeux étaient attribués. Il y a cette question de la pérennité de certains des ouvrages. Il y a aussi la question du caractère vertueux qui a souhaité être donné. Je pense aux éléments de développement durable, ce genre de choses qui a fait aussi le succès de la candidature. Alors,
je pense qu'il faut vraiment remettre les Jeux de Paris, d'abord redonner l'ampleur de ce que sont les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est 10 500 athlètes qui viennent pendant les Jeux Olympiques, 4 500 pendant les Jeux Paralympiques, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a les Jeux Olympiques et Paralympiques. Souvent, C'est l'équivalent de 43 championnats du monde qui auraient lieu simultanément. 43 championnats du monde simultanément. Mais nous avons également 25 000 journalistes. Par comparaison, au moment de la COP21, il y avait 3 000 journalistes qui étaient présents. Et donc c'est un événement médiatique de première importance, évidemment, et avec un effet de vitrine pour notre pays qui est extrêmement fort. Et les Jeux s'inscrivent dans une séquence qui est très singulière, c'est-à-dire que les Jeux en 2024 arrivent après les Jeux Olympiques de Tokyo, donc 2020-2021 liés au Covid, les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, 2022, et l'exposition universelle de Dubaï qui a lieu actuellement. On sait que les 3 pays, le Japon, la Chine et les Émirats arabes unis, se servent de ces très grands événements mondiaux pour mettre en avant leur savoir-faire, leur avance technologique, leur capacité d'innovation. Et nous, en France, on a des leaders mondiaux dans toutes les filières liées à la ville. Vinci est le premier constructeur mondial, oui, il doit être le numéro 2 ou 3. Veolia, premier producteur d'eau potable au monde. EDF a été pendant très longtemps le premier électricien. Météo France a le modèle le plus avancé pour faire de la prévision de météorologie urbaine à l'échelle de la rue. Donc toutes les filières, on a 2 Pritzker, toutes les filières liées à la ville sont des filières dans lesquelles on a des champions. Et donc la question qui nous a été posée dès le début, dès l'attribution des Jeux, c'est comment est-ce que on peut mettre en avant cette filière liée à la ville dans une histoire où on construit pour 4 milliards d'euros, c'est-à-dire moitié moins que Londres, on construit le tiers à peu près de ce qui s'est fait à Tokyo. Et donc avec Jean Castex, on a réfléchi et on a positionné, et on s'est dit qu'il fallait positionner les constructions que nous allions faire, et singulièrement le village olympique, comme étant un modèle de ce à quoi la ville européenne pourrait ressembler à horizon de 2030-2040. C'est-à-dire en mettant en avant les singularités d'une approche urbaine européenne par rapport aux approches urbaines d'un modèle asiatique à Tokyo, à Pékin et à Dubaï. Et donc là-dessus, on a travaillé sur finalement une différenciation de ce que nous pourrions faire sur les Jeux de Paris. Et on s'est dit qu'il fallait travailler autour de 5 axes clés. Autour du carbone, évidemment, mais également autour de l'adaptation de la ville au dérèglement climatique. Il faut se mettre en 2017, on n'a pas eu encore ces 3 années de canicule intense. Comment est-ce que finalement la ville qu'on construit est déjà adaptée pour 2050 ? Autour de la question de la biodiversité urbaine, le rapport finalement du vivant et du bâti, autour de l'économie circulaire, comment est-ce que dans un monde où les matières premières vont se raréfier, on peut optimiser notre utilisation des matières premières, le réemploi, je vais y venir, et autour de l'adaptation au vieillissement et d'une accessibilité vraiment universelle pour tout le monde. Voilà. La manière du coup dont on a pris ces 5 axes, et vous voyez que là-dedans, par exemple, le numérique n'apparaît pas comme un axe en soi, la technologie n'apparaît pas comme un axe en soi, tout ça ce sont des moyens au service, ce sont des sous-jacents. L'hydrogène est un moyen, l'hydrogène n'est pas en soi une fin. Et donc, par rapport à ces 5 axes, qu'est-ce que nous avons fait ? Donc, sur le carbone, on s'est donné une cible de réduire de 50% les émissions carbone en construisant le village olympique. Ça nous a conduit, avec les différents constructeurs, à privilégier le bois. Donc, tous les immeubles de moins de 28 mètres sont construits en bois. Ça nous a conduit à tester à très grande échelle du béton ultra bas carbone. Et actuellement, au moment où on se parle, on a du béton ultra bas carbone qui est en train d'être coulé sur des bâtiments qui font plus de 15 000 mètres carrés. Donc, on est sur des très grands volumes. Ça nous a conduit dans la logistique de chantier à privilégier l'usage de la Seine, par exemple, par rapport à des transports routiers classiques. Enfin, on a mis en œuvre toute une série de batteries. Et aujourd'hui, on peut dire que le village olympique va atteindre moins 47% d'émissions de carbone par rapport à ce qui se fait couramment aujourd'hui.
Alors, moins 47%, vous pourriez me dire, mais attendez, il y a des immeubles qui font moins 80%. Ce qui est intéressant avec l'aventure olympique sur ce champ-là, c'est qu'on fait moins 47% sur un programme de près de 330 000 mètres carrés. Le village olympique, c'est 330 000 mètres carrés, de bâtiments qui sont mixtes, c'est-à-dire que le village olympique, pendant les Jeux, c'est en gros des chambres d'étudiants, on va simplifier la chose, et après les Jeux, les 330 000 mètres carrés sont transformés en un programme mixte de 200 000 mètres carrés de logements et d'à peu près 100 000 mètres carrés de bureaux, avec évidemment du commerce, un peu d'équipement public. Et sur ces 330 000 mètres carrés, donc on sort actuellement, qui sont en train de construire, on atteint aujourd'hui moins 47% dans un modèle économique à Saint-Ouen, à Saint-Denis, à l'île Saint-Denis, sans subvention publique. C'est-à-dire que l'aménageur, comme ça se fait classiquement aujourd'hui en France, l'aménageur achète le foncier, viabilise et ensuite revend le foncier au prix du marché. Ce qu'on appelle les charges foncières, on les a vendues au prix du marché, à un prix équivalent, pour ceux qui connaissent la zone, à un prix équivalent à la ZAC des docks à Saint-Ouen, qui est exactement à 500 mètres. Et donc, en vendant les charges foncières au prix du marché, mais en imposant qu'il y ait des charges extrêmement ambitieux sur le plan du carbone, on peut atteindre moins 47% aujourd'hui. Si on peut le faire aujourd'hui, à Saint-Ouen, Saint-Denis, l'île Saint-Denis, c'est-à-dire qu'on peut le faire à peu près dans toutes les grandes préfectures françaises. Et ce moins 47%, à cette échelle de 300 000 m², dans le délai extrêmement contraint qu'on a, puisqu'on a eu 6 ans entre le début de l'aventure et la livraison, ça veut dire qu'on a 10 ans d'avance sur la stratégie nationale bas carbone. Le gouvernement a fixé à l'industrie de la construction l'horizon 2030 pour atteindre ce moins 50%. Eh bien, aujourd'hui, on peut l'atteindre. Et je pense qu'au-delà de la restructuration, et on en parlera de cette partie de la Seine-Saint-Denis, je pense que là, on a un héritage immatériel extrêmement fort qui servira finalement à la France entière et l'ensemble de l'industrie de la construction en France, qui est de dire, aujourd'hui, c'est possible. C'est possible vite, c'est possible dans un modèle économique, dans les coûts normaux, dans les prix du marché, c'est possible. C'est possible techniquement parce que pour pouvoir atteindre ça, nous avons levé toute une série de freins pour la construction en bois. Nous avons levé toute une série de freins sur le béton ultra bas carbone. Nous avons été amenés à déposer des ATEX, donc le passage en technique courante d'un certain nombre de dispositifs innovants. Alors, il y a certaines ATEX qui ont échoué, mais la majorité des ATEX qu'on a déposés ont fonctionné et fonctionnent aujourd'hui. Et donc là aussi, ça ouvre des horizons nouveaux à l'ensemble de la construction. Et donc ce que nous pensons, c'est que une fois qu'on a posé ça, une fois qu'on a dit c'est possible, on va être très rapidement dépassé. Enfin, du moins, c'est l'espoir que l'on a. C'est que d'autres iront beaucoup plus loin que nous. Parce que nous n'avions que 6 ans pour construire. Et un territoire restreint et des contraintes techniques qu'on a libérées. Et vraiment, c'est cette forme d'héritage immatériel, c'est une espèce d'ouverture du champ des possibles que les Jeux auront rendu possible, justement. Donc ça, c'est pour le carbone. L'autre grand sujet sur lequel on a essayé d'avancer, c'est la question de l'adaptation finalement de la ville qu'on construit au dérèglement climatique. Avec Météo France, on a modélisé ce que serait le climat en 2050. Et l'été standard en 2050, c'est la canicule de 2003. C'est pas un été froid, c'est pas un été chaud, c'est un été standard. Et donc, on a travaillé avec les architectes, avec les bureaux d'études, avec les promoteurs, avec les constructeurs, pour que les bâtiments que nous construisons garantissent le confort à nos petits-enfants en 2050 pendant un été standard. Et ça, sans climatisation. Pourquoi sans climatisation ? Parce que sinon, on casse le bilan carbone. Bon. Donc, on a travaillé sur des dispositifs de rafraîchissement naturel des bâtiments. On a travaillé sur l'orientation. On a travaillé sur de la géothermie peu profonde, donc qui peut apporter une forme de rafraîchissement pendant les périodes chaudes. Et aujourd'hui, on a défini ce que pourrait être le confort. Le confort, c'est pas plus de 28 degrés, plus de 160 heures par an. Voilà. Et dans la pièce la plus chaude du bâtiment le plus chaud. Donc, on garantit ça. Et ce qui est intéressant, c'est que si nos petits-enfants considèrent que cette notion de confort
n'est pas suffisante, ils auront toujours la possibilité de rajouter de la climatisation, branchée sur un système de fourniture d'énergie qu'on espère à ce moment-là décarboner. Voilà. Mais ça, c'est 2050. Mais dès maintenant, on garantit quelque chose. Et on a été capable de faire ça parce qu'on a fait venir, dès le début, dans les groupements d'opérateurs qui construisent le village, non seulement des promoteurs et des constructeurs, mais également des investisseurs. C'est-à-dire des propriétaires futurs qui sont capables de s'inscrire dans le temps très très long. Et pour qui commencer à parler de 2050 et de la valorisation potentielle de leur bâtiment en 2050 et de la prise en compte des contraintes de 2050 faisait sens lorsque vous avez des investisseurs de long terme, des foncières de long terme qui sont venus avec nous. Et donc c'est une des singularités de notre montage, c'était de mettre ensemble les trois acteurs dès le début, dès 2019, quand on a sélectionné, investisseurs, promoteurs, constructeurs. Le constructeur est important pour que tout de suite, il puisse intégrer les contraintes de conception, de réalisation et garantir les prix de sortie et la faisabilité, évidemment. Donc, le carbone, le climat, l'accessibilité universelle, on en parlera peut-être tout à l'heure, on a fait des choses assez remarquables sur l'accessibilité universelle. Et puis, tout ce qui est cycle des matériaux, on a été capable de réutiliser, de réemployer 94% en masse de tout ce qui était présent sur le village olympique. Construire le Grand Paris, un podcast Imo Week avec le soutien de Sogeprom. Aujourd'hui, Nicolas Ferrand, directeur général exécutif de la Solideo, au micro de Catherine Bocquet. Pour remettre les choses dans le contexte, le village olympique, donc à Saint-Ouen-Saint-Denis, l'île Saint-Denis, lorsque le Paris est désigné pour accueillir les Jeux, le site du village olympique, c'est 51 hectares de part et d'autre de la Seine, sont occupés par une zone industrielle avec 25 entreprises et près de 2000 emplois. Et donc, le premier travail que nous avons fait, ça a été de relocaliser ces 25 entreprises. Voilà. Et ça s'est fait en très bonne intelligence avec tous les chefs d'entreprise. Et on n'a pas eu de retard, on n'a pas eu à exproprier, on a trouvé des solutions autour. Et après, on s'est retrouvé avec donc, cette zone industrielle avec des bâtiments. Et donc, on a déconstruit, on n'a pas démoli, on a déconstruit tous les bâtiments. Et c'est là où on a réutilisé 94% en masse de tout ce qui était là. C'est-à-dire du tube néon à la structure en béton. Aux portes et aux portes, tout. Et lorsqu'il n'y avait pas de filière de valorisation, lorsque finalement ça a été envoyé en décharge, dans les carrières, si vous voulez, on a été capable de lister et de remonter comme une espèce de retour d'expérience vers les pouvoirs publics, le fait qu'aujourd'hui, les filières pour, je ne sais pas, le traitement des moquettes, par exemple, ne nous ont permis de ne réutiliser que 45% des moquettes présentes. Oui. Donc non seulement on démontre là aussi, dans un équilibre économique normal, sans subvention. Ça ne coûte pas plus cher d'être Ça coûte pas plus cher. vertueux ? Aujourd'hui, ça ne coûte pas plus cher. Ça ne prend pas plus de temps, puisqu'on l'a fait dans les temps. Et on a identifié pour la suite les filières qu'il faudra améliorer pour pousser plus loin ces 94%. Là aussi, 94%, vous pouvez avoir ponctuellement sur un bâtiment des gens qui vont plus loin que 94%. Ce qui est intéressant, c'est quand vous avez 51 hectares et que vous déconstruisez 51 hectares, aujourd'hui, avec un temps limité, vous pouvez atteindre 94%. Là aussi, c'est un héritage immatériel que l'on met à disposition avec l'ensemble des études que nous avons faites et des limites qu'on a vues, parce qu'il y a des choses qu'on avait mal anticipées ou qu'on n'avait pas comprises, que l'on met à disposition de l'ensemble des aménageurs et des constructeurs en France. C'est un héritage immatériel qui va transformer profondément un territoire, en particulier la Seine-Saint-Denis quand même. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on est à la fois sur l'héritage immatériel, mais qui n'existe que parce qu'il y a un héritage matériel très important. Alors, 78% des investissements que nous faisons sont localisés en Seine-Saint-Denis. Les jeux fonctionnent vraiment avec un duo Paris-Seine-Saint-Denis. Et donc, singulièrement, nous avons le village olympique en Seine-Saint-Denis, le village des journalistes, donc Saint-Ouen-Saint-Denis, l'île Saint-Denis, le village des médias à Duny et au Bourget. Et on s'appuie sur l'aéroport du Bourget pour accueillir les médias du monde. 80 000 mètres carrés de studios seront localisés sur l'aéroport du Bourget pendant les Jeux. Et donc, on construit à côté de l'aéroport du Bourget un village pour accueillir une partie des journalistes, et puis on construit 2 sites de compétition pour l'escalade et pour le tir à proximité immédiate. Le Stade de France, avec en fait, donc, que l'on rénove, avec en face la nouvelle piscine, le CAO, le Centre aquatique olympique construit par la métropole du Grand Paris.
Et puis, à proximité immédiate de la Seine-Saint-Denis, l'Arena Porte de la Chapelle, qui est l'occasion ou le point de départ d'une rénovation beaucoup plus large de la Porte de la Chapelle et finalement de cette articulation singulière entre la Seine-Saint-Denis et Paris. Toute une série d'autres constructions. On construit 4 piscines en Seine-Saint-Denis. Enfin, on construit beaucoup d'autres choses, mais qui sont moins visibles en Seine-Saint-Denis. Donc, on investit massivement en Seine-Saint-Denis avec ce niveau d'ambition et également avec une ambition sociale. Dès le début, il y a eu cette idée que les Jeux de Paris devaient être exemplaires sur le plan social. Dans le dossier de candidature, il y a une charte sociale qui a été co-signée par le patronat et les syndicats et qui s'est déclinée ensuite par des objectifs très précis. 10% des heures travaillées doivent être réservées à des publics loin de l'emploi. Des clauses d'insertion. Donc, ce sont des clauses d'insertion qui sont extrêmement exigeantes. 10%, ce sont des taux qui sont extrêmement hauts. On est plutôt classiquement sur 5. Et 25% en valeur des travaux, des marchés, doivent être réservés à des TPE, des PME, des structures de l'ESS. Aujourd'hui, pour ce qui est des clauses d'insertion, on en est à 400 000 heures d'insertion réalisées sur un total de 2,4 millions. On devra avoir fait 2,4 millions d'heures d'ici la fin de la construction des ouvrages olympiques, fin 2023. 400 000 heures. Et ça a permis à 675 personnes différentes, finalement, de retrouver le chemin de l'emploi. Et puis, côté PME et TPE, aujourd'hui, on a plus de 2000 entreprises qui travaillent sur les ouvrages olympiques. Et sur ces 2000 entreprises, on en a 975 PME, TPE et structures de l'ESS qui travaillent pour les ouvrages olympiques. Et vous voyez, c'est pour à peu près 230 millions d'euros de marché. Et on est capable de lister. Et donc, on sait précisément qui a travaillé pourquoi. Et grâce à ça, on est capable de vous dire qu'aujourd'hui, à ce stade des travaux, nous avons 67 départements français qui, d'une manière ou d'une autre, participent à la construction des ouvrages olympiques. 67. La France s'investit aussi. C'est toute la France. C'est toute la France qui construit, qui participe, qui bénéficie de la construction des ouvrages olympiques. 67 départements. On a aussi quelques PME qui sont à l'étranger, jusqu'à la Roumanie et l'Angleterre, mais l'essentiel est en France. Alors, vous avez évoqué toutes ces personnes qui travaillent sur les chantiers. J'aimerais qu'on fasse un petit point sur là où on en est. Alors, aujourd'hui, nous avons 32 chantiers qui fonctionnent, qui sont lancés effectivement sur les 63 ouvrages que nous avons à faire. 32 chantiers qui fonctionnent, donc les plus emblématiques autour du village olympique, du CAO, du centre aquatique olympique, de l'Arena 2, du stade du Vigne-Manoir. 32 qui fonctionnent. Ça représente à peu près 50 grues qui tournent aujourd'hui sur les ouvrages olympiques. Ça représente à peu près 3000 compagnons. Compagnons. Alors, le nombre de salariés qui travaillent pour les ouvrages olympiques est beaucoup plus large, mais compagnons présents sur les chantiers, ils sont à peu près 3000, dont 1300 sur le seul village olympique. D'ici la fin de l'année 2022, on va passer de 32 à peu près à 60 ouvrages olympiques, pas tout à fait 63 parce que il y a certains travaux qui commenceront juste en 2023 puisque c'est des petits sujets. On suranticipe pas. Donc, on est aujourd'hui complètement dans le calendrier qu'on s'était donné en 2017. On est complètement dans les enveloppes financières et on est complètement dans le niveau d'ambition qu'on s'était donné collectivement. Donc, on est au début des chantiers. Donc, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais aujourd'hui, l'ours, il est bien ferré. Et donc, aujourd'hui, on aborde ces 2 dernières années de cette première phase, puisque ça fait 4 ans qu'on a eu les Jeux. Dans 2 ans, il faut qu'on livre les ouvrages. On aborde ces 2 dernières années serein. On aborde ces 2 dernières années serein parce que en termes d'approvisionnement de matières premières, notamment, on pourrait parler de la crise du bois aujourd'hui, les constructeurs ayant été désignés suffisamment tôt ont pu passer leurs commandes suffisamment tôt. Et donc, nous n'avons pas d'alerte majeure de pénurie. Alors, on a potentiellement quelques difficultés sur des petits sujets très ponctuels, sur certaines visseries très spécialisées. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas d'alerte sur des pénuries de matières premières. On avait craint en 2018 d'avoir des tensions sur les compagnons. On ne rencontre pas ces difficultés-là. Là aussi, parce qu'on a suffisamment anticipé avec les constructeurs le démarrage des chantiers. Il faut bien se dire que les constructeurs ont su 18 mois avant le démarrage des chantiers qu'ils allaient construire tel ou tel lot.
Et donc, ça permet de s'organiser, de former notamment des charpentiers. On construit beaucoup en bois, de former des charpentiers, de faire venir des compagnons éventuellement de province lorsque ce sont des grands groupes, de manière à garantir que tout se livre dans les délais, sachant que ce sont des chantiers qui sont extrêmement complexes. Ils sont complexes parce qu'ils sont construits en zone dense, donc il y a très peu d'espace, très contraint, c'est extrêmement contraint. En général, il y a plusieurs chantiers sur un même site, donc il y a une question de coactivité qui est forte. C'est complexe aussi parce qu'on innove, et on innove beaucoup, ce qui là aussi pose d'autres problématiques de complexité, et c'est complexe parce qu'on a peu de temps. On ne peut pas être en retard. On ne peut pas être en retard, on ne peut pas être en retard. C'est-à-dire qu'on applique à l'industrie du BTP des process industriels de respect absolu d'un planning, sans aucune possibilité, sans aucune marge d'expansion. Et là aussi, c'est une évolution dans la manière de prendre un chantier, de manière à garantir absolument, quoi qu'il advienne, qu'on livre fin de l'année 2023. Mais le Covid est survenu entre-temps. Est-ce que ça n'a pas quand même eu des conséquences sur certains des ouvrages qui... Alors, le Covid première vague, qui a été le moment le plus déstructurant, est arrivé pour nous à deux moments parallèles. On était en pleine déconstruction des sites, d'une part, et on était dans la phase d'élaboration des permis de construire, d'autre part. Donc à la fois dans une phase d'études et dans une phase de travaux. Les phases de travaux de déconstruction, ça n'a pas ralenti singulièrement les travaux de déconstruction parce que ce sont des travaux finalement où les compagnons sont assez isolés. Soit ils sont dans des engins, soit ils sont assez seuls et donc ou distanciés. Et donc les mesures qui ont été mises en œuvre entre le printemps et l'été 2020 par rapport au Covid, lorsque ça a été la phase de rodage et que effectivement n'ont pas eu d'impact notoire sur le déroulement des chantiers. Sur la phase de conception, je dois souligner l'extraordinaire adaptation de l'ensemble de notre écosystème, donc de mes 29 mètres d'ouvrage, mais également de tous les cabinets de conception, mais également de tous les services de l'État ou les services des collectivités qui ont eu à instruire les permis de construire, qui ont eu à donner des avis et qui, du jour au lendemain, ont basculé du présentiel au confinement et qui, depuis le confinement, se sont débrouillés pour continuer à instruire et pour continuer à construire, et nous n'avons pas eu de retard. Et je crois que ça, c'est une très grande force des jeux, c'est que quelque part, l'importance de cet enjeu de livrer à temps fait que tout le monde s'est mobilisé au-delà de ces contraintes et au-delà de peut-être ce qui aurait été faisable pour un projet plus classique. On n'est pas dans un système où on a eu une loi d'exception pour les jeux. On est dans le droit commun. Il n'y a pas de modification en dehors du permis à double état, il n'y a pas de modification lourde législative de notre droit pour les jeux. Ce qui est par contre très visible, c'est que tous les acteurs, publics et privés, ont senti l'enjeu national qu'il y a derrière la bonne réalisation des ouvrages. Qui a transcendé et du coup, nos questions ont souvent été mises plutôt vers le haut de la pile lorsqu'elles se posaient. Et ça, finalement, ça a fluidifié le système. Alors, le 31 décembre 2023, votre mission, vous l'avez acceptée, elle sera réalisée? Alors, pas complètement. D'abord, la première partie de la mission sera réalisée parce qu'on livrera l'ensemble des ouvrages. Alors, on livre en deux phases, c'est-à-dire que 31 décembre 2023, on livre avec réserve et fin février 2024, il faut que toutes les réserves soient levées. Et à ce moment-là, le comité d'organisation des Jeux va prendre possession des ouvrages, va les tester massivement, parce qu'il faut qu'au moment des Jeux, ça soit parfait. Donc, ils ont 6 mois pour tester, pour équiper. Nous livrons, par exemple, le village olympique nu. Il faut apporter 10 000 lits, 10 000 tables de chevet, etc. Donc, le comité d'organisation des Jeux prend possession des ouvrages à partir de janvier 2024, les tests. Les Jeux ont lieu ensuite du 26 juillet au 10 août et ensuite les Jeux paralympiques reprennent 15 jours après, du 25 août au 10 septembre. Et à partir de la fin, après les Jeux paralympiques, le comité d'organisation des Jeux démonte tout et nous rend les ouvrages comme ils les ont trouvés, chargés d'histoire, mais physiquement comme ils les ont trouvés, à la fin du mois d'octobre et courant du mois de novembre 2024. Et là, la deuxième phase de notre mission commence, qui va durer à peu près 1 an, qui est de transformer tous ces ouvrages de leur configuration jeu à leur usage définitif. À Londres, ça a pris 1 an. Nous, on va avoir, comme on a un programme un peu plus petit, on pense que c'est plutôt 9 mois. La fin de la mission de la Solideo, elle est plutôt, quelque part, à l'été 2025, quand
on aura finalement, quand nous et l'ensemble des maîtres d'ouvrage, les 29 maîtres d'ouvrage, auront finalement fini la transformation de tous les ouvrages pour leur vie définitive. Et vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est qu'on aura construit des choses qui auront 2 vies en 2 ans. Et si on a construit des bâtiments qui ont cette flexibilité, puisqu'en 2 ans, il y a un coût extrêmement faible, on leur a fait passer par 2 usages, ça veut dire que pour le futur, si nos enfants, nos petits-enfants ont besoin de les retransformer parce qu'ils ont d'autres besoins, d'autres attentes, etc., ce sont des bâtiments qui sont très flexibles. Et là, je pense que là aussi, c'est un héritage intéressant. Comment est-ce qu'on construit 300 000 m² du village olympique, 100 000 m² du village des journalistes, plus des arénas qui soient complètement flexibles et qui permettent finalement, qui ne fichent pas les attentes, les modes de vie futurs, mais qui permettent à notre société d'évoluer et qui servent de support finalement à notre société sur le très long terme et pas simplement par rapport à des besoins de court terme. Et ça aussi, c'est un héritage immatériel. Et alors, il y a une question, c'est quand on a porté depuis 2017 un projet comme celui-là avec énergie, avec enthousiasme, quand on va arriver en 2025, quel autre beau projet on pourrait avoir ? Écoutez, on verra en 2025. Ça, on donne rendez-vous en 2025. On donne rendez-vous en 2025. Bon, ma priorité, c'est comme pour l'ensemble des 29 maîtres d'ouvrage, comme pour toutes les équipes qui sont extrêmement nombreuses, au-delà des 150 collègues de la Solideo, mais vraiment toutes les équipes qui sont mobilisées chez les architectes, chez les constructeurs, dans les bureaux d'études, chez les maîtres d'ouvrage, au sein de l'administration publique, État comme collectivité. La priorité, c'est 31 décembre 2023, on livre. Après, on verra. Alors, on se donne rendez-vous en 2023. Voilà. À très bientôt. Merci beaucoup, Nicolas Ferrand. Construire le Grand Paris, un podcast Imo Week avec le soutien de Sogeprom.